Est-ce que c'est un projet idyllique qui nous est vendu ? J'ai jamais entendu un projet aussi naïf. J'ai l'impression qu'ils peuvent faire la communication de Disneyland pour les enfants. Ce sont des réfugiés, les personnes. Et les réfugiés, par définition, on ne sait pas qui on accueille sur le territoire dans la mesure où ils sont réfugiés. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas le profil sociologique de ces personnes-là. Je pense que les Français, c'est normal qu'ils protestent parce que les Français subissent davantage l'immigration qu'ils la choisissent. Sur le plan national, on ne maîtrise plus la politique migratoire, c'est-à-dire qu'on ne choisit plus qui on accueille sur le territoire français. Et au niveau local, Emmanuel Macron est en train de commettre la même erreur que lors des Gilets jaunes et lorsqu'on a voulu implanter des éoliennes dans les territoires. C'est-à-dire qu'on ne demande pas l'avis à la population et en fait on décrète une politique qui viendrait de Paris, décidée unilatéralement d'en haut pour l'imposer en bas. Mais aujourd'hui ça ne marche plus. Alors, ces politiques-là. je rappelle pour précision qu'effectivement l'initiative de Calac qui est voulue par le maire communiste de la ville avec la Fondation Merci est indépendante des propos d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'effectivement ça avait été décidé. Oui, mais c'est en lien. Mais c'est en lien. Je dis simple. Voilà, c'est une illustration et je replace simplement les choses dans leur contexte. Vous avez tout à fait raison. Le sujet essentiel, c'est est-ce qu'il y a du consentement à vouloir accueillir plus d'immigration ? C'est ça le sujet essentiel que posent les habitants. Ce que disent les habitants, c'est qu'ils préfèrent avoir moins d'habitants plutôt que d'accueillir des réfugiés en raison du fait qu'on n'arrive pas à intégrer en fait les personnes sur le territoire national. Est-ce que c'est un petit village comme Kayak qui arrivera à intégrer ce qu'on n'arrive pas à faire au niveau national ? Ça paraît complètement illusoire comme politique publique. Je pense que le sujet essentiel, c'est de savoir qui on accueille sur le territoire et pourquoi est-ce qu'on veut les accueillir. Et aujourd'hui, on subit l'immigration, on subit les réfugiés. Ça ne veut pas dire qu'il faut accueillir personne. Ce qu'il faut, c'est savoir qui on accueille et à quels intérêts. Je pense que les personnes qu'on accueille... Les réfugiés, aussi la question de ceux qui viennent de manière clandestine, sur le territoire sans en avoir le droit et qu'on ne peut pas renvoyer. Mais là, en l'occurrence, c'est les réfugiés. Sur la question des réfugiés, moi je pense qu'il y a une difficulté essentielle avec les réfugiés et qu'il ne faut pas les envoyer justement dans les territoires ruraux dans la mesure où les profils ne sont pas dépendants de la politique nationale. C'est-à-dire que quand une personne est réfugiée, soit c'est un réfugié politique et c'est un sujet qui est très large et qui est très divers. Une politique migratoire, vous pouvez décider de les mettre dans les territoires ruraux si par exemple vous dites nous on a besoin d'artisans commerçants, on a besoin de médecins, etc. Là vous pouvez dire si vous voulez être médecin en France et que vous êtes étranger, vous pouvez venir dans un territoire rural où il y a des déserts médicaux. Mais des réfugiés, c'est un non-sens complet dans la mesure où ce sont des réfugiés politiques qui subissent une situation dans leur pays d'origine et qui viennent en France et auxquels on ne maîtrise ni la situation professionnelle ni la situation personnelle. Il faut réformer néanmoins la police ou pas ? La police judiciaire, oui. Il faut réformer la police judiciaire parce qu'on a du mal à recruter actuellement. Il y a des difficultés de recrutement et surtout on en a besoin en fait. Et c'est là où il y a un problème et c'est le fameux lien entre la police et la justice dans la mesure où même quand les policiers arrivent à attraper quelqu'un, il faut ensuite après lancer une instruction pour qu'il soit effectivement poursuivi. Je pense que la difficulté de la réforme de la police judiciaire, elle est double. C'est que d'une part, en fait, comme on n'a pas assez de personnes et qu'on n'a pas assez de personnes recrutables, et du coup, on essaie de mutualiser les moyens, mais au risque de mutualiser les moyens, le témoignage était parfait. C'est-à-dire qu'en fait, on risque de les concentrer sur la délinquance du quotidien. Ce qu'on sait notamment dans la police judiciaire et dans les questions d'administration, c'est qu'en fait, les personnes, les administratifs deviennent meilleurs lorsqu'ils se spécialisent sur un sujet. Moi, je vois un autre risque, c'est qu'en fait, à chaque fois, toutes les semaines, en fonction des orientations, en fonction des actualités médiatiques ou des actualités en fait politiques, la police judiciaire soit concentrée sur tel type d'affaires plutôt que sur une autre. Et je pense que c'est là le sujet essentiel. Alors je pense que le sujet essentiel, c'est plutôt de les spécialiser. Il faut que tel département reste spécialisé dans les rodéos, il faut que tel département reste spécialisé sur la grande criminalité. Comme ça, on arrivera à des taux de décision beaucoup plus importants. Le deuxième élément sur lequel je voulais insister, c'est comment on fait pour recruter plus de personnes. Et donc, c'est là le sujet essentiel, plutôt que faire des artifices de réforme et de communication. Le sujet essentiel, il est double. Question matérielle, conditions de travail et salaire. Et deuxième point, question immatérielle et question de sens. La question essentielle pour les policiers, pour avoir plus de policiers, c'est de permettre de leur donner du sens à leur action, c'est-à-dire mettre des délinquants hors d'état de nuire et de les mettre en dehors de la société. Il y a deux sujets importants. Le premier, c'est la question de la laïcité et le fait que le droit administratif dévoie complètement le principe de laïcité. Et là, on marche complètement sur la tête. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au nom du principe de laïcité, on est en incapacité d'interdire le burkini à Grenoble. Par contre, on est en capacité de supprimer et déboulonner une statue qui représente le patrimoine français. Et donc, les Français se posent cette question, est-ce que le principe de laïcité n'est pas dévoyé ? Est-ce que l'état de droit n'est pas dévoyé pour l'utiliser contre nous ? Et je pense que ça pose un sujet essentiel. Et je pense que ça posera, dans les années à venir, un sujet sur une deuxième loi de laïcité pour clarifier le principe de la loi de 1905, notamment pour lutter contre le totalitarisme islamique et pour ancrer la tradition judéo-chrétienne. Et j'arrive à mon deuxième sujet. Parce qu'en fait, ce qu'oublie le tribunal administratif, c'est le caractère patrimonial d'une grande partie des églises. Lorsqu'on a fait la loi de 1905, on a séparé l'Église et l'État. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a transféré le patrimoine de l'Église au sein du patrimoine de l'État pour le conserver et pour pouvoir le renouveler. C'est comme ça, à ce titre-là, en termes de patrimoine historique, que l'État
puisse renouveler des églises à titre historique. Et le sujet essentiel, c'est est-ce que la France, dans ses journées de patrimoine, est en capacité de protéger cette tradition et son histoire judéo-chrétienne. Il y a toujours plus d'agressions et de violences sexuelles à l'égard des femmes, contre les femmes. C'est marrant que vous avez pris la période 2012-2022. Je vais vous raconter un témoignage. En 2012, c'était moi qui étais étudiant. Et donc, du coup, comme moi, j'ai des jeunes dans mon équipe qui étaient étudiants l'année dernière. Et donc, du coup, j'ai pu voir l'évolution entre comment elles sortaient maintenant et comment nous, on sortait à l'époque. Nous, ce qu'on faisait à Paris, c'est qu'on évitait certains quartiers. Vous évitiez, par exemple, le nord et l'est et une partie de certains quartiers dits sensibles. Aujourd'hui, maintenant, ce que les personnes me racontent, c'est que tous les quartiers sont devenus sensibles. Tous les transports publics sont devenus sensibles. C'est même des métros entiers qui sont devenus compliqués, des métros entiers à éviter. Désolé pour les Parisiens, il faut éviter la ligne 1, il faut éviter la ligne 13, il faut éviter certaines lignes de métro spécifiques à certaines gares de station. Les Parisiens connaissent très bien la cartographie, voilà, effectivement, de ce qu'il faut éviter ou pas. Je vais aller plus loin, parce que vous avez évoqué... à Marseille, à Lyon, justement, j'ai des étudiantes et des étudiants qui sont dans d'autres villes et qui me racontent exactement la même chose et comment on fait un parcours du combattant pour sortir. Par exemple, à Nantes, on évite le centre-ville de Nantes, parce que sous inspiration de Johanna Roland, la nouvelle maire de Nantes, en fait, on a une montée de la criminalité et de la délinquance au centre-ville. Ça veut dire que pour aller au centre-ville, on raconte des parcours de combattants auxquels les gens font un tour complet du tour pour arriver à l'autre bout de traverser par le rond-point spécifique. Ça devient complètement hallucinant. À Lille également, à Lyon également, à Marseille également. C'est-à-dire que l'ensemble des territoires français sont touchés. Et maintenant, ce sont les Français qui doivent adapter et changer leur mode de vie pour subir, parce que l'État n'a pas le courage de prendre le problème à bras le corps. Mais qu'est-ce qui a changé en 10 ans pour que les femmes soient cibles de prédateurs davantage encore qu'auparavant ? Il y a 3 sujets essentiels. Le premier, c'est en fait qu'on a une évolution de la violence, comme l'a rappelé Michel Taube. Le deuxième, c'est qu'on a une concentration de l'immigration et d'un phénomène qui est culturel. C'est-à-dire que moi, comme je suis d'origine étrangère, je peux vous évoquer, on n'a pas la même appréhension des femmes dans les sociétés dites conservatrices ou dans les pays dits autoritaires de l'Est, du Moyen-Orient et d'Afrique que dans les pays dits occidentaux de démocratie libérale. Ce ne sera pas un scoop pour qui que ce soit. Et enfin, il y a un troisième élément, c'est qu'en fait, la sécurité, c'est concentré en fait, dans les métropoles. C'est-à-dire qu'avant, ça vivait dans les périphéries de métropoles. C'était principalement, quand on cite Lyon, c'était Villeurbanne. Quand c'était Paris, c'était plutôt en Seine-Saint-Denis qu'il y avait des problèmes. Et pareil à Lille, où c'était aux alentours de Lille. Désormais, ça s'est réfugié aux métropoles et aux centres-villes. Et c'est ça la donnée qui a changé. C'est qu'avant, il n'y avait pas forcément plus de violence. En tout cas, il y a un peu plus de violence, mais c'est en tout cas qu'elle est devenue beaucoup plus visible parce que les Français et l'ensemble de la société française le vivent au quotidien. Et à partir du moment où vous êtes obligé de changer votre propre mode de comportement et votre mode de vie pour vous adapter à la situation, c'est que l'État est défaillant et c'est que le modèle et l'art de vie à la française est menacé dans son ensemble. Ces ateliers sont incompatibles avec le contrat d'engagement républicain. Ils incitent à un refus assumé public de respecter les lois et les règlements. C'est incroyable. C'est-à-dire que normalement, on essaie de trouver des sujets sur l'éducation pour encourager les jeunes à respecter la loi et à avoir un parcours citoyen. Et là, on a une mairie qui conduit et qui incite les gens à ne pas respecter les ordres et à ne pas respecter l'ordre d'État. Je pense que les Français commencent à voir en fait ce que c'est qu'un écologiste, et un maire écologiste, c'est une pastèque. C'est vert à l'extérieur et c'est très très rouge à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, on est quasiment sur un programme anarchiste avec des soutiens envers les antifas et envers des personnes que moi je qualifie de terroristes. Ces gens-là, ces militants-là, qui sont soi-disant activistes, moi je les considère que ce sont des terroristes dans la mesure où ils essaient d'imposer un message politique à travers la violence. Et je pense que face à ces ateliers de désobéissance civile, comme l'a rappelé Michel Taube, ils ont été élus en raison de la baisse de participation. Moi je pense que le sujet essentiel, c'est la révolte citoyenne pour encourager les gens à voter, pour se débarrasser et nous débarrasser de ces gens-là. Allez. Travailler plus pour gagner plus, voilà ce que nous dit Jean-Rémy Girard sur le fond de cette réforme. On revalorise les juges, disent-ils, sans contrepartie, mais on soupçonne les enseignants d'être des fainéants, de ne pas en faire assez. Non, mais c'est une caricature de site syndicaliste. Le sujet essentiel, c'est combien de temps en volume horaire par semaine les professeurs travaillent. Et il y a beaucoup de professeurs, notamment les plus jeunes, qui souhaiteraient travailler plus pour augmenter leur niveau de vie. Et ce que dit Emmanuel Macron, moi je trouve que pour une fois, c'est de bon sens. Dans la mesure où en fait, ce qu'il dit, c'est tout le travail que vous ferez en dehors, tout le suivi personnalisé sera désormais reconnu. Et pour ce travail que vous effectuez déjà, vous serez payé davantage si par cas vous le poursuivez. Donc je trouve que c'est de bon sens. Et les syndicats devraient commencer à voir pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes dans l'éducation nationale, pourquoi on n'arrive pas à recruter si par cas il ne faut pas augmenter les salaires.